Bonsoir à tous. Une émission que les choses soient dites un peu particulière puisque ce soir, en plateau, nous avons les présidents des EPCI, mais aussi Ferdi Louisi. Alors, le thème, quelle réponse aux turbulences annoncées? Donc, EPCI, quelle réponse aux turbulences annoncées? Nous avons tout d'abord en bout de table Jean Bardaille, qui lui est présent pour la CNGT. À ses côtés, Guy Losbar pour la CNBT. Puis de l'autre côté, avant d'arriver au milieu du plateau, nous avons Thierry Abelli, Grand Sud Caraïbes, et puis Ferdi Louisi pour la partie SIAG. Cédric Cornet devrait nous rejoindre dans pas trop longtemps et avec lui, ça sera la Riviera du Levant. Maintenant, messieurs, merci d'être présents. Un plateau, on va dire, très riche pour des questions précises puisqu'il s'agit de se coller aux interrogations de notre population guadeloupéenne. Alors, le nom de l'émission, vous l'avez, que les choses soient dites. Donc, ce soir, il faudrait que les choses puissent être dites. Alors, je m'adresserai tout d'abord à vous, Ferdi Louisi. Le SIAG, c'est fini. Et maintenant? Bonsoir. Bonsoir Mme Boissé. Bonsoir aussi à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Le SIAG continue jusqu'à ce que les décisions qui sont annoncées soient prises. Mais en attendant, l'administration du SIAG fonctionne, la gouvernance du SIAG à travers son conseil syndical, nous fonctionnons et c'est tous les jours parce qu'il n'était pas question non plus qu'il y ait un arrêt brutal ou un abandon quelconque. C'est d'ailleurs les propos que j'ai tenus auprès des personnels du SIAG et également que nous tenons auprès des usagers pour leur dire que les choses continuent jusqu'à ce que nous passions à une autre phase. Ouais. Alors, est-ce que vous vous attendiez à un sans-effet aussi rapide? C'est un élément qui était déjà annoncé depuis un bon moment, hein, puisque ça faisait partie des différentes discussions et des différents accords qu'il y a eu. À partir du moment où les élus avaient décidé de créer un syndicat mixte ouvert, un syndicat unique au niveau de la Guadeloupe, il était évident que c'était pour permettre que les compétences qui étaient exercées par le SIAG et qui sont exercées par d'autres institutions, parce qu'il n'y a pas que le SIAG qui s'occupe de l'eau en Guadeloupe, fusionnent vers une structure unique, ce qui entraînait bien évidemment la disparition de toutes les structures qui existent. Hein. Il y a le SIAG, il y a les différentes régies de Rénoc, il y aura la régie de Sainte-Rose, la régie de Trois-Rivières et la régie d'eau d'excellence également. Donc toutes ces régies sont amenées justement à se diriger vers une structure unique ou du moins à avoir une autre forme de structuration. Donc il n'y a aucune surprise. Aurez-vous le temps de vous préparer pour arriver à cette structure unique En tout cas, c'est le challenge qui est relevé. C'est la feuille de route qui a été donnée par les 3 présidents des EPCI. Faire en sorte que le défi soit relevé pour que nous puissions assurer la transition vers cette structure unique, le SIAG et d'autres, même aussi au niveau de ces conseils communautaires, pour que la transition se passe correctement. Sous 2 aspects. D'abord sous le plan de la population, puisqu'il est primordial que le service public de l'eau soit assuré, soit poursuivi, qu'il n'y ait pas de rupture, parce que c'est hors de question, encore plus dans une période de crise sanitaire. Et puis le deuxième aspect, faire en sorte que les personnels, les agents qui composent cette structure puissent être transférés dans les meilleures conditions, sinon les conditions normales, telles que prévoit la réglementation. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de rupture. Et donc le rôle qui m'est dévolu, c'est de veiller à ce que cette transition se fasse le mieux possible, en respectant bien sûr les droits de chacun. Donc ça veut dire que vous étiez déjà prévenu de ce qui allait se passer? Ah ben oui. En tout cas, là, tout de suite? Oui, puisque vous savez, le rapport qui a été présenté par le préfet, il date déjà de juillet. La consultation qui a été faite du Conseil d'État par le gouvernement date déjà de plusieurs semaines, en demandant un avis du Conseil d'État sur la dissolution du SIAG. Simplement, le ministre Donc vous saviez qu'en décembre, tout serait déjà... Alors pour le moment, c'est pas encore fait.
Oui. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Le préfet l'a encore confirmé. Il confirme une information. Pour le moment, on attend le décret. Et ce décret-là, on s'y prépare. Comme ça s'est fait, ça s'est déjà vu pour d'autres. Le SIAG a déjà eu à voir partir des communes, à voir arriver d'autres. La communauté d'agglomération du Nord-Bastère a rejoint le SIAG. Au niveau du Sud-Bastère, Capesterre. Donc vous ne croyez pas que ça se fera aussi rapidement que ça? Alors il y a deux phases. Deux phases qui sont importantes. La première phase qui sera la plus rapide, c'est celle de la dissolution, qui est annoncée de la part du gouvernement pour le 1er décembre. C'est tenté que ce soit le gouvernement qui prononce. Les élus peuvent aussi parfaitement décider de changer de structure. Alors vous avez encore votre mot à dire là-dessus? Les élus, je rappelle que sur la compétence pro, ce sont les élus qui ont leur mot à dire, pas l'État. Voilà. C'est pas compliqué. Non, mais vous prenez tous les textes que vous voulez et vous les présentez à l'État. L'État intervient lorsque il y a une forme de défaillance. Et cette défaillance qui a été constatée depuis plusieurs années a emmené à ça. Mais il n'empêche qu'à tout moment, les élus peuvent prendre la main sur une orientation, ils peuvent décider. Mais c'est pas vraiment là que devrait se situer le débat, c'est de se dire comment on fait pour assurer cette période de transition. Donc je vous disais qu'il y avait On parlait de délai peut-être trop court, c'est bien ça. Tout délai mérite d'être travaillé, tout délai mérite d'être appréhendé, et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on s'est mis à la tâche. Les 22 élus qui composent le SIAG, avec l'appui bien évidemment des communautés d'agglo qui sont des composantes. Et puis le deuxième aspect que je vous disais en termes au-delà du court terme, c'est la période de liquidation qui peut être plus ou moins longue en fonction des orientations que nous nous donnons. J'espère que cette liquidation se fera en même temps que la structure unique va pouvoir tout récupérer. Donc voilà, c'est ça challenge, comme vous dites, que nous nous sommes donnés pour bien montrer que nous ne sommes pas en dehors du système, nous ne sommes nullement en dehors et que nous nous devons de maîtriser les choses. Ouais. Alors maintenant, je vais m'adresser au président des EPCI et vous réagissez comme vous le souhaitez. Alors, c'est vous qui prenez le relais, on va dire, en termes de répartition au niveau du personnel, au niveau du passif. Alors, lorsque vous avez eu cette nouvelle, est-ce que vous étiez partant pour que le SIAG puisse continuer encore à vivre, je dirais, comment avez-vous reçu cette nouvelle? Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre que le SIAG était mort et je ne disais pas bien mort, mais enfin, selon le gouvernement, bien mort? En fait, on pourrait qualifier de chronique d'une mort annoncée, puisque cela fait des mois, voire des années, qu'il est annoncé la liquidation, la dissolution du SIAG, peu importe le terme employé. Ce qui est important, la dissolution, il faut qu'on puisse bien comprendre, la dissolution du SIAG n'est pas une fin en soi, n'est pas forcément une solution, puisque si aujourd'hui, de par le schéma qui est proposé, s'il n'y a pas un certain nombre d'initiatives, cette dissolution du SIAG peut aussi entraîner la liquidation ou la faillite, enfin, de pratiquement 3 autres PCI, puisque comme vous savez, il y a 46 employés qui dans le schéma qui est transféré au niveau de la CNBT, 98 pour la CAL, 89 je crois pour la CNGT. Donc aujourd'hui, première conséquence, budgétairement, ces EPCI ne sont pas en capacité d'assumer cela budgétairement. Deuxième conséquence également, c'est que s'ils assument cela budgétairement, il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. Mais le préfet disait sur ce plateau même que vous aurez les recettes qui vont avec ces transferts. Mais le préfet lui-même, il sait très bien que ce sont ces mêmes recettes qui ne sont pas récupérées au niveau du SIAG. Donc s'il y avait une seule entité qui ne récupérait pas les recettes, comment expliquer que quand c'est dispatché en 3 entités, qu'on va pouvoir récupérer ces recettes? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, les EPCI, nous sommes dans une stratégie de dire qu'il faut créer une structure de transition jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le syndicat mixte ouvert, la SMO, et on a proposé, les techniciens, les élus se sont rencontrés pour qu'il puisse y avoir une SPL, c'est-à-dire une société publique locale. Donc qui permettrait que les équipements soient réunis au niveau donc, du SIAG. Ce que nous proposons, c'est une SPL avec un capital crédit, 10 millions d'euros, puisque
il y a les EPCI, plus régions, départements, qui vont pouvoir permettre la constitution. Et un capital crédible, quand je dis c'est entre 10 à 12 millions, qui permettrait d'assurer, donner suffisamment de garanties. Un autre élément, c'est le personnel. Aujourd'hui, il y a 230 employés au niveau du SIAG. Vous imaginez bien, s'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas donc de garantie, si les employés du SIAG, qui est logiquement qui doit être dissous le 1er, il faut qu'ils puissent savoir au mois de décembre où ils seront. Mais le SIAG n'était-ce pas déjà une structure de transition, puisqu'il y a une élection qui vient d'être faite justement en prévision de cette nouvelle structure qui non, enfin, les élections n'avaient rien à voir avec cette nouvelle structure. C'est dans le fonctionnement normal. Vous savez, comme il y a eu les élections municipales, comme il y a eu les élections pour les EPCI, comme il y a eu les élections pour la SNT, comme il y a eu les élections pour tous les syndicats, donc il y a eu les élections pour le SIAG. Donc dans un fonctionnement normal, mais pas lié. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de retard, de posture, tout ce qu'on voudrait. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que dans les EPCI, et même au niveau donc du SIAG, il y a de nouvelles personnes, de nouveaux présidents. Monsieur Abéli, cela fait 2 ou 3 mois qu'il en charge des problèmes d'eau. De même que Jean Bardaille, ou moi-même, ou même Cédric Cornet. Donc, et avec cette volonté, bien au contraire, de pouvoir se rassembler et de mettre en place donc, une structure permettant de faire fonctionner véritablement l'eau. Parce qu'on parle de responsabilité. Il est vrai qu'il y a des responsabilités collectives. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un conseil d'administration d'une association, vous avez toutes les responsabilités liées à cette association. Donc nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'hommes politiques, effectivement, nous assumons donc des missions, soit en tant que maire, la région, département, etc. Sauf que Thierry Abéli et Éric Jalton ne sont pas concernés par cette répartition qui a été faite au niveau de l'État. En fait, c'est où le problème se pose. Tout le monde est concerné. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le SIAG, une SIAG dissoute ou liquidée, Capester, Terre de Bas, Terre de Haut, c'est au niveau donc, du SIAG que l'eau est fournie. Donc, automatiquement, il y a une interconnexion. Vous prenez Cap Excellence, l'eau de Bémao, c'est au niveau de Vernou, de même qu'une partie donc, de Pointe-à-Pitre et de la Montagne. Donc il y a 50% de l'eau qui est acheminée par le SIAG. Donc c'est pour cela il y a cette interconnexion. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est le nœud aussi donc, du problème du SIAG, c'est cette refacturation entre PCI et le SIAG, etc. et qui pose. Donc répartition injuste selon vous? Enfin, répartition injuste. Non, enfin, il y a eu des facturations qui ont été établies. Après, il y a une remise en cause des factures. Donc, c'est tout un ensemble donc, d'éléments qu'il va falloir apprécier. Mais le président Luizy a été dans cette démarche. Et d'ailleurs, il doit rencontrer le président du Sud-Bastère de manière à se mettre d'accord sur une facturation réelle conformément à tout un ensemble donc, de principes et de réalités. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, on met en avant que c'est la CAR, la CNGT et CNBT. Oui. En réalité, pour la répartition du personnel, mais sur le principe même de l'eau, c'est tout un ensemble qui est concerné. Donc c'est pour cela que nous sommes plus dans une stratégie aujourd'hui de se dire, ces EPCI sont d'accord à être ensemble, à être dans le cadre d'une SPL, avec en appui le département et la région, les 2 collectivités majeures qui sont d'accord. Nous allons délibérer très rapidement. Quand vous dites ces EPCI, les 3 EPCI, c'est-à-dire? Nous avons rencontré également le président donc, de Sud-Bastère, que sur le principe est favorable, donc il aura l'occasion d'apporter des précisions. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette volonté est déjà actée au niveau donc, de 3 EPCI, au niveau de la région, au niveau également du département, parce que pour bien montrer que c'est ensemble que nous allons pouvoir réussir ce projet. Thierry Abéli. Écoutez, déjà, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs, en particulier ceux du Sud-Bastère et de Houillante, et dire qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire, le Grand Sud Caraïbe n'est pas directement impacté par cette dissolution du SIAG. Indirectement salé, puisque bon, j'allais dire depuis le mois de janvier 2014, par la force des choses, le Grand Sud Caraïbe est devenu une sorte d'usager client du SIAG, puisqu'on achète de l'eau pour pouvoir revendre aux administrés de Capester, de Terre de Haut et de Terre de Bas.
Le problème, c'est que ce transfert de compétences n'a pas été abouti. Il y a eu des contestations et on se retrouve dans une situation qui est très catastrophique financièrement pour le Grand Sud Caraïbe et que nous ne pouvons pas, en tout cas moi quand j'ai repris les rênes de cette structure, en faisant une analyse très très approfondie, on se rend compte qu'on ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, réglementairement, le SIAG nous vend l'eau qui sort de ses usines, alors qu'on sait qu'il y a 70% qui partent dans la nature. On paie cette quantité d'eau et derrière, on ne réussit à vendre que 30 à 35% de l'eau qu'on a achetée. Donc forcément, ça crée un déficit structurel. Aujourd'hui, pour exercer la compétence eau-assainissement, il manque chaque année entre 3,5 millions et 2 millions d'euros. Donc vous mettez ça sur 6 ans, vous comprenez bien que la situation est plus que catastrophique. Donc il faut qu'on arrive à trouver une sorte de mutualisation pour que on soit dans une situation, en fait, que j'allais dire, la situation catastrophique que nous connaissons sur les réseaux d'eau de la Guadeloupe, qui sont la conséquence d'un passé que nous assumons aujourd'hui, pour qu'en fait que ce soit mutualisé à l'échelle de tous les territoires, puisque, j'allais dire, si on doit faire respecter le principe que l'eau doit payer l'eau, aujourd'hui, je devrais faire passer le tarif de l'eau pour les habitants de Cap-Esther, de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut à plus de 10 euros du mètre cube. On sait bien que ce n'est pas... Plus de 10 euros, vous dites ? Oui, plus de 10 euros du mètre cube. On sait bien que ce n'est pas soutenable, ce n'est pas acceptable, et ce que nous ne souhaitons pas. Donc ça veut dire qu'il faut que très rapidement, nous puissions entrer dans une dynamique de mutualisation avec l'ensemble des EPCI pour que l'eau qui sorte des usines Bellocado, qu'on arrive à mutualiser la distribution, le fonctionnement. Et c'est vrai que quand les 3 présidents qui sont directement impactés par la dissolution du SIAG m'ont proposé de rentrer dans une SPL, j'aurais dit que sur le principe, je suis prêt à soumettre cette idée-là à mes élus, à partir du moment où ça apporte une solution à la problématique que nous vivons depuis 2014, c'est-à-dire avoir une tarification de l'eau qui ne soit pas supportée aujourd'hui par le Grand Sud Caraïbe et non par l'usager final. Et c'est vrai que c'est quand même relativement important. C'est vraiment là où le bas blesse entre vous ? Oui, c'est là où le bas blesse, parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, chaque année, alors que mes administrés consomment à peu près 1 200 000 m3 d'eau, je parle des abonnés de Cap-Esther, de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas, 1 200 000 m3 d'eau, donc c'est ce qu'il m'achète quelque part. Et donc la recette qui est censée rentrer dans les caisses du Grand Sud Caraïbe est basée sur 1 200 000 m3. Le SIAG me facture 5 400 000 m3, donc 4 fois et demi plus. Et vous imaginez bien que ce delta-là, je ne le compense nulle part, je l'amortis nulle part. Est-ce que vous en avez discuté avec le SIAG et qu'en est-il ressorti ? Alors, évidemment, on en a discuté. Le problème, c'est que le SIAG, à juste titre, me disent que oui, mais c'est déjà dans leur compte et que réglementairement, j'allais dire, c'est au départ des usines, puisque les réseaux sont censés être à nous. Donc, c'est vrai que c'est une problématique juridique qui est relativement complexe dans la mesure où, j'allais dire, le transfert qui aurait dû se faire dans des conditions normales en 2014 n'a pas été abouti. Bon, là, je veux dire, c'est un passé, on ne va pas revenir dessus, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une espèce d'embryau juridique, qui est sans fin d'ailleurs, mais en tout cas, la réalité, c'est que depuis 2014, nous supportons des milliers de mètres cubes d'eau qui s'en vont dans la nature et que le Grand Sud Caraïbe est censé payer au SIAG. La dissolution du SIAG, pour vous, c'est une solution ? Écoutez, quand on a parlé de la création de la structure unique, dans le Sud Caraïbe, c'est vrai que les postures ont évolué. À un moment donné, on était contre. Depuis 2019, on a fini par dire qu'on était pour, avec certaines conditions, puisqu'on ne voulait pas, j'allais dire, avoir supporté les dettes fournisseurs du SIAG, parce que nous, l'addition, quand même, depuis 2014, elle est relativement lourde, je rappelle. Elle est excessivement lourde. D'autant plus que ce que vont vivre les 3 EPCI que sont la CAR, le Nord-Bas-Terre, le Grand-Terre, avec la dissolution du SIAG, avec les répartitions de personnel, etc. Oui. Nous l'avons vécu en 2014. Je rappelle qu'en 2014, quand les communes de Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, de Cap-Esther sont sorties du SIAG, on nous a transféré 24 personnels et 1 500 000 € de masse salariale complémentaire. Ça a augmenté la masse salariale de la régie eau assainissement de près de 50%. Donc j'allais dire, ce qu'ils vont vivre là et qui va être catastrophique, nous l'avons vécu et c'est la raison pour laquelle, par solidarité, je suis prêt effectivement à soumettre à mon conseil communautaire l'idée de mutualiser, mais à partir du moment où ça règle le problème structurel que nous avons depuis 2014, qui concerne le fait que le Grand Sud Caraïbe supporte une bonne partie
Alors, est-ce qu'il s'agit, juste avant, Guy Losbar, permettez 2 secondes. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait penser à une autre répartition en termes de personnel, en termes de passifs? Est-ce que vous pourrez peut-être à ce niveau-là supporter un peu plus? Non, l'idée c'est de dire qu'on revienne, en tout cas dans la structure transitoire, qu'on revienne au fonctionnement que nous avions avant le transfert de compétences. J'allais dire, quand le SIAG exerçait la pleine compétence sur les territoires de Capesterre, de Terre de Haut et de Terre de Bas, le Grand Sud Caraïbe était totalement transparent. Je veux dire, on avait juste ces territoires-là qui étaient rattachés à notre administration, mais les abonnés de Capesterre, de Terre de Haut et de Terre de Bas réglaient leurs factures au SIAG. Et donc, il faut que nous arrivions à mettre en place une structure identique pour que la charge aujourd'hui que nous supportons, je vous ai dit près de 2 millions d'euros de déficit structurel sur la compétence, l'exercice de la compétence eau et assainissement, pour que nous puissions sortir la tête de l'eau et que le Grand Sud Caraïbe contribue à redresser la situation dans l'intérêt des populations qui y vivent. Alors, je voulais juste dire l'avantage de l'SPL tel que nous l'avions défini et vu avec le président Abelli, c'est qu'en fait il n'y aura plus cet achat d'eau entre Sud-Basse-Terre et la SPL, dans la mesure que Capesterre, Terre de Bas et Terre de Haut seront concernés comme aujourd'hui au niveau de la CNBT pour le cas de Goyave et Petit-Bourg. Qu'est-ce qui coince? Non, mais c'est-à-dire lorsqu'on va créer cette structure, les éléments d'achat d'eau, surfacturés ou pas, cet élément n'existera plus. Il n'y a plus rien qui coince. Donc, en soi, il n'y a plus rien qui coince, donc tout va bien. Oui, tout va bien. Là, il faut c'est positif. Il y a un travail qui a été fait. Positif et réaliste. Positif, réaliste et pragmatique. Il y a un travail qui a été fait. Il y a des rencontres qui ont été conduites avec les techniciens de nos différentes institutions. Le SIAG est en mesure de faire des propositions intéressantes. D'ailleurs, on s'est vu aujourd'hui avec le président Abelli pour justement reprendre exactement ce que présente Guy Losbar, qui consiste à dire la problématique de la vente d'eau en gros, ce sera terminé. Ouais. Et c'est ça qui pose problème à Grand Sud Caraïbe. Oui, Thierry Abelli, ensuite Jean Bardet. Je voudrais dire là-dessus quand même que cette idée, en tout cas, de structure transitoire, je pense elle sera beaucoup plus facilement acceptable par les élus du Sud-Basse-Terre, parce que c'est vrai que nous avons différents modes de gestion de l'eau sur nos territoires. Je pense Bouillante est totalement autonome, Trois-Rivières à Saint-Régis qui est totalement autonome, Vieux-Fort, etc., etc. Et c'est vrai que l'idée du syndicat unique dans lequel on risquait de se retrouver, risquait d'être noyé ou oublié, puisque c'est toujours cette propension à oublier les territoires qui sont un peu éloignés ou un peu petits. Et je pense que l'idée de cette structure transitoire qui, en fait, nous permettrait, en tout cas au niveau du Grand Sud Caraïbe, de remettre la gestion de l'eau de Capesterre, de Terre de Haut et de Terre de Bas dans une structure mutualisée et qui nous permettrait, comme je l'ai dit, de ne pas avoir supporté cette charge financière qui est conséquente. Jean Bardet. Eh bien, je dis bonsoir aux téléspectateurs et aux Monaliens et aux Monaliennes en particulier. Pour vous dire que nous avons reçu une lettre d'intention du ministre, mais qui fixe une date butoir, c'est-à-dire le 1er décembre pour la dissolution du SIAG. Donc il a fallu très rapidement, même si on le pensait déjà, se réunir et prendre quelques mesures, discuter, analyser, mettre aussi au travail nos collaborateurs, les juristes, les administratifs, afin que nous ayons un langage propre et unique à tenir face au gouvernement, puisqu'en fait, nous devons aller, semble-t-il, défendre quelques positions. Donc, alors c'est vrai que la semaine prochaine, normalement, vous avez été invité par le ministre des Outre-mer pour en discuter. Alors est-ce que vous avez décidé d'y aller ? Nous nous sommes réunis. Nous prendrons la décision ces jours prochains. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges afin de discuter avec le ministre, le préfet, tous les gouvernants qui veulent nous entendre concernant le problème de l'eau en Guadeloupe, puisque c'est un problème récurrent.
irez-vous à cette rencontre avec le ministre des Outre-mer la semaine prochaine pour discuter de cette situation embarrassante pour vous? Non, mais c'est une situation que nous devons gérer. Donc nous sommes des élus responsables. Nous faisons tout ce qu'il faut pour régler le problème de l'eau en Guadeloupe. Problème récurrent qui perdure. Donc vous avez entendu mes collègues, et je les ai entendus avec joie, dire les quelques perspectives que nous avons mises en place déjà afin de faire des propositions au ministre. Nous y arriverons. Des propositions au ministre. Donc, à travers un SPL, une société locale, publique locale, nous pensons faire comprendre au gouvernement, au ministre, que c'est la solution qui nous permettra, pendant cette période intermédiaire, d'arriver à mettre en place une structure convenable. Ferdi Louisi, avez-vous été invité à cette rencontre? J'étais invité. Irez-vous la semaine prochaine? C'est-à-dire ce que Guy Losbar, vous êtes partant pour y aller aussi? Ce qui est important. Vous ne m'avez pas laissé vous donner la réponse. Oui, vous avez Donc, je la laisse. oui? Non, j'ai pas Ah fini. bon, d'accord, allez-y. Voilà. Non, je croyais que vous aviez dit Ce que oui. disait Jean Bardet, c'est que nous sommes en train de préparer des éléments de discussion. Donc le problème, c'est pas savoir si on y va ou si on n'y va pas, c'est la date. Voilà. Donc on est en train de travailler. Et il est évident qu'on va apporter des réponses claires au ministre et que les choses soient dites. Voilà. Aujourd'hui, les propos que moi-même et les autres collègues nous avons eus avec le préfet, il ne s'agit pas pour nous d'aller rencontrer un ministre pour discuter. Nous, en tant que responsables politiques et qui en charge ce dossier, nous allons faire une proposition. Nous avons dit SPL avec un capital, avec un statut, avec un mode de fonctionnement, et de manière à pouvoir présenter ce projet au niveau donc du gouvernement. En plus, nous rencontrons soit au niveau du SIAG ou encore au niveau des EPCI, les organisations syndicales, puisque au-delà de l'exploitation, il faut garantir au niveau des organisations syndicales quelle vision, quelle structure qui va les reprendre à partir donc, du 1er décembre. Et là, il faut donner un certain nombre de garanties, puisque dites-vous bien que si les organisations syndicales n'ont pas suffisamment de garanties, quel climat social qu'il y aura. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche pour étudier, pour voir avec elles s'il faut des départs à la retraite ou pas, et de manière que tout cela soit pris en considération, et nous appartiendra, PCI, plus les deux collectivités majeures, comment faire en sorte pour financer. Et là, ce sont donc des engagements de Madame la Présidente et du Président de région également. Donc quelque part, vous n'êtes pas encore prêt pour aller à une rencontre avec le ministre des Outre-mer. Il vous faut d'abord vous concerter. Mais aujourd'hui, il y aura donc des décisions dès la fin de cette semaine et début de semaine prochaine sur des délibérations concernant les EPCI, puisqu'il ne s'agit pas pour nous d'aller dire on va faire ou on fera. On a l'intention de. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que sur ce dossier de l'eau, il y a eu suffisamment d'attentes, suffisamment de postures ou de tergiversation, si je peux m'exprimer ainsi, pour que nous venons avec une proposition précise et qui a aussi l'aval des EPCI et des collectivités majeures et en plus des organisations syndicales. C'est-à-dire une proposition guadeloupéenne. Sur cette question de rencontre avec... Je ne suis pas concerné par la... Donc vous n'avez pas été invité, ne serait-ce que pour... Je n'entends pas participer. Je veux dire, les EPCI concernés, ce sont ceux qui auront du personnel transféré. Donc ce sont les trois questions, le Nord-Bastère, le Nord-Grande-Terre et la Carle. Donc il faut qu'on fasse bien les choses. Partir d'ici, si on y va avec une délibération de chacun des établissements publics. Et puis aller avec des éléments persuasifs qui puissent faire comprendre cette situation en Guadeloupe, que l'État connaît d'ailleurs. Vous comprenez bien que nous n'étions pas préparés sur le plan budgétaire d'accueillir un surnombre d'agents. Donc je prends le cas de la CNGT, où nous avons 81 agents chez nous à Rénoc. Donc les régies qui travaillent sur l'eau et puis sur l'assainissement. Donc nous avons 81 agents et nous devons accueillir 8 agents supplémentaires, 89 agents. Donc il faut bien que l'État puisse nous donner les moyens d'accompagnement, parce que c'est une décision quand même qui n'est pas préparée sur le plan budgétaire. Donc il faut que l'État nous entende. Nous connaissons la lettre d'intention du gouvernement, mais nous n'irons pas en France pour relire la lettre. Nous allons
au gouvernement, au ministère, pour qu'on nous dise quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour accueillir les agents, pour leur assurer leur travail, leur emploi, pour leur garantir l'emploi, mais aussi pour faire fonctionner durant cette période intermédiaire la machine eau en Guadeloupe. Alors, quelle gestion d'avenir allez-vous offrir aux Guadeloupéens? Mais je pense que les propos ont été clairs. Aujourd'hui, il y a plusieurs modes de gestion de l'eau en Guadeloupe, et notamment, principal mode de gestion au niveau donc du SIAG. Au-delà du SIAG, il y a Cap Excellence. Si nous prenons le cas du Sud Basse-Terre, je crois que le président Abéli a expliqué qu'il y a Cap Est-Terre, Terre de Bas et Terre de Haut qui sont concernés par le SIAG en termes d'achat d'eau. Mais sinon, il y a d'autres modes de gestion sur le territoire, Trois-Rivières en particulier, et les autres. Sur le Nord Basse-Terre, il y a Goyave et Petit-Bourg qui sont au niveau donc, du SIAG, mais sinon, il y a un mode de gestion propre pour Lamentin, Déhé, également Prête-Noire, Sainte-Rose à sa propre régie. Donc, ce qui voulait dire qu'il y a une multitude de modes de gestion. Aujourd'hui, par rapport à ce problème de SIAG, dans la mesure que le SIAG sera dissous dès le 1er décembre, il s'agit pour nous de trouver cette solution. Et le fait que nous sommes en phase, cette volonté de se rassembler, d'être unis au niveau donc, des différents EPCI, avec une SPL, une société qui permettra de récupérer les équipements qui existaient aujourd'hui au niveau du SIAG, les moyens, également le personnel, mais tout en permettant que s'il y a des départs volontaires à la retraite, etc., de manière à ce que économiquement, cette société soit viable économiquement et qui permettrait donc les EPCI plus les deux collectivités majeures de mettre en place cette structure qui va remplacer et qui va dorénavant gérer donc, le problème de l'eau. Donc apporter une garantie pour le personnel, mais surtout apporter une garantie pour les administrés, les usagers, qu'ils vont pouvoir continuer à obtenir de l'eau. Et surtout, à ce moment-là, ce qui va être très important, c'est que revoir toute la communication, toute l'organisation, les relations, faire en sorte que quelqu'un, lorsqu'il reçoit une facture, qu'il puisse comprendre effectivement sa facture et qu'au-delà, et qu'il puisse comprendre et qu'il puisse payer également sa facture. Puisque tout Guadeloupe, même si nous avons ce problème, tous nous savons très bien qu'à terme, il va falloir que nous mettons en place une organisation où les factures sont lisibles et où les factures sont payées, puisque le président Abéli disait il y a un instant, puisque logiquement, l'eau paie l'eau. Alors justement, nous sommes sur un territoire, on va dire en deux parties, la Grande Terre et la Basse Terre. Est-ce que ce n'était pas une solution de penser à deux syndicats, mais qui pourraient se retrouver par convention sur les sujets, puisqu'en cas de problème, en Grande Terre ou en Basse Terre, est-ce que ça ne peut pas être aussi une difficulté? Mais en fait, le problème est déjà suffisamment compliqué avec toute cette multitude de modes de gestion. Créer deux syndicats, c'est encore compliqué. Nous sommes plus, aujourd'hui, il faut plus une démarche unitaire, avec déjà la SPL et peut-être à terme au niveau donc, du syndicat mixte ouvert. Donc c'est une très bonne chose que les EPCI soient en phase, puisque vous avez entendu 4 présidents qui l'expliquent, mais aussi une très bonne chose que le département et la région, les deux collectivités, les accompagnent et sont dans cette démarche unitaire et de rassemblement pour enfin proposer une solution qui est une solution guadeloupéenne. Thierry Abéli voulait s'exprimer. Ce n'est pas un problème de production, c'est un problème d'organisation. Nous devons profiter de cette période de turbulence pour mettre les choses en ordre, pour se mettre d'accord. Aujourd'hui, il nous faut de la solidarité pour résoudre ce problème de l'eau et pour garantir une certaine sérénité au niveau de la population guadeloupéenne. Nous ne manquons pas d'eau en Guadeloupe, mais il faut gérer l'eau. Aujourd'hui, c'est la gestion de l'eau. Donc nous avons Qu'est-ce qui manque alors? Tout l'appareillage technique, tout l'appareillage juridique et administratif que nous allons plaider en France au niveau du ministère. Il faut qu'on nous donne les moyens pour régler définitivement ce problème de l'eau. Les moyens financiers, vous entendez par là? Il faut tous les moyens. Que d'ailleurs le président de la République connaît, parce qu'il me semble qu'il avait promis à un certain moment de sa mandature d'aider la Guadeloupe concernant le problème de l'eau en Guadeloupe.
d'aider le problème de l'eau. Peut-être, mais nous sommes capables de réunir ces conditions afin de mettre en place les éléments qui permettront de résoudre cette problématique de l'eau ici à la Guadeloupe. Thierry Abelli. Je crois qu'il faut que tout un chacun comprenne que la liquidation purement et simplement du SIAG sans une structure qui doit reprendre la poursuite de l'activité sera relativement catastrophique pour la Guadeloupe. Autant nous, dans le sud Basse-Terre, nous ne voulions pas créer de syndicat unique avec le SIAG par rapport au fait que nous ne voulions pas assumer les dettes fournisseurs, autant je fais partie de ceux qui considèrent que liquider le SIAG sans créer une structure, ça va être catastrophique pour l'ensemble de la Guadeloupe. Pour quelle raison? Nous, dans le Sud Caraïbe, nous l'avons vécu en 2014. Je vous ai dit, alors même que nous avions une régie, donc une expérience, une expertise dans la gestion de l'eau et de l'assainissement, le fait de voir arriver 24 personnes, augmenter la masse salariale de près de 50%, ça nous a foutu dans une merde, excusez-moi l'expression. Alors imaginez un peu le Nord Basse-Terre, le Nord Grande-Terre et la Carle qui n'ont aucune expertise, aucune expérience, où on leur demande du jour au lendemain d'assurer cette compétence-là. Donc il faut, de mon point de vue, là on ne parle pas, on ne remet pas en cause, j'allais dire, la structure unique qui est souhaitée par tout le monde, ni sa forme, ni sa composition, ça, on aura le temps d'en discuter. Aujourd'hui, il faut passer ce cap transitoire et ne pas se retrouver dans une situation où, je prends le cas par exemple du sud Basse-Terre, où l'eau de Capesterre, l'eau de Terre de Haut, l'eau de Terre de Bas, va être distribuée, en tout cas si on en croit le schéma arrêté par le gouvernement, par la Carle, sans remettre en cause les compétences qui existent à la Carle, j'ai des doutes sur le fait que ça fonctionne correctement. Et on a une situation catastrophique qui est déjà suffisamment catastrophique sur le territoire en matière de distribution d'eau. Il ne faut pas encore rajouter de la difficulté à la complexité. Et donc c'est pour ça qu'il faut créer effectivement de manière transitoire, sans remettre en cause l'avenir, j'allais dire ce sur quoi nous travaillons, même si on a quelques différends, qui avec les usagers, qui avec les politiques, sans remettre en cause cette deuxième partie-là. Il faut que dans les médias, nous puissions, en tout cas pour les territoires pour lesquels le SIAG assurait la distribution en eau et assurait l'assainissement, il faut mutualiser, créer une structure pour pouvoir gérer, j'allais dire, la phase transitoire. Alors justement, n'y a-t-il pas trop d'interco en Guadeloupe? Parce qu'il ne faudrait pas une interco en Grande-Terre et une en Basse-Terre pour déjà simplifier, puisqu'on parle de simplification? Non, ce n'est pas là le problème pour le moment. Nous sommes conscients, nous en avons débattu, de ce problème-là au niveau du Conseil régional, de l'Assemblée régionale, mais ce n'est pas là le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est éviter un désordre social et même sociétal en Guadeloupe. Si on n'a pas d'eau, c'est sociétal, on a besoin de l'eau, c'est la vie. Et puis le désordre social, c'est garantir aux agents leur activité, leur travail, leur emploi. Donc je crois que le gouvernement est assez viatif, est assez, je ne sais pas comment dire, au courant des problèmes pour que l'on puisse nous donner les moyens pour régler la problématique de l'eau ici en Guadeloupe. Pour moi, c'est là où se trouve la question. Donc, il faut éviter tout dérangement, il faut éviter tout trouble en Guadeloupe parce que effectivement, vous pensez bien que si on dissout de manière abrupte le SIAG sans nous donner des moyens pour répondre aux besoins de la population, sans nous donner des moyens pour répondre à la garantie de la carrière des agents, cela mettra la Guadeloupe quand même en ébullition. Donc à ce niveau-là, nous croyons fermement que le gouvernement en est très conscient et qu'arrivé en France, on nous fera des propositions conséquentes et positives. Alors est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ces situations honnêtement, messieurs les présidents, et est-ce qu'on ne pouvait pas éviter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mort du SIAG avait été annoncée depuis longtemps. Est-ce que vous n'avez pas trop tardé pour préparer justement cette dissolution du SIAG et ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve devant cette grosse difficulté? En fait, je précisais en introduction volontairement qu'il s'agit de 4 présidents qui en charge la gestion directe de l'eau depuis 2-3 mois. Les 4? Il est vrai, enfin, ceux qui sont autour de la table, plus le président Cornet. Il est vrai que même si
de par notre expérience, nos situations, nos fonctions en tant qu'élus politiques, mais sans avoir en charge directement la gestion de l'eau. Et c'est très important. Aujourd'hui, il faut considérer 3 choses. Qu'il y a une volonté des EPCI d'être ensemble pour gérer ce problème. Donc cette volonté commune. Deuxième chose, il y a une structure, puisque nous on dit qu'il y a une structure, c'est une SPL qui permettra en quelque sorte de poursuivre l'exploitation. Donc avec cette volonté. Troisième chose, on va mettre en avant la contribution, puisque l'SPL, il ne s'agit pas de juste créer une SPL, il faut que les différents PCI puissent mettre des moyens, la constitution d'un capital, le capital crédible, de manière à donner des garanties à nos différents partenaires et aussi montrer à l'État qu'il ne s'agit pas d'exprimer une volonté, mais que concrètement, nous prenons nos responsabilités. Et dernier élément, c'est garantir au personnel, puisque qu'on le veuille ou pas, il faut une administration, il faut des hommes et des femmes qui soient prêts à pouvoir travailler. Donc c'est garantir au personnel que voilà, il va y avoir une structure et que les moyens seront mis en œuvre. Et enfin, au niveau donc des usagers, puisque qui est du personnel, qui est des élus, qui expriment une volonté, il faut surtout que les usagers sachent que ça va se poursuivre. Il y a un certain nombre de problèmes qui, au fur et à mesure, seront résolus, mais nous serons dans une structure commune, une structure nouvelle, avec une réelle volonté des EPCI, des collectivités, régions et départements. EPCI. Pardon ? De toutes les EPCI? Enfin, de toute manière, au niveau de Cap Excellence, le président s'est suffisamment exprimé. Il ne s'agit pas pour moi ce soir de parler pour lui. Mais de toute manière, vous voyez bien qui est présent aujourd'hui autour de la table. Je crois que ce qu'il faudrait retenir aussi, Mme Boissé, c'est que lorsque vous dites qu'on a trop attendu, non, en ce moment, nous sommes en train de construire les choses. Et lorsque le ministre a annoncé le 1er décembre, qu'est-ce qu'il y a après? C'est cet après-là que nous sommes en train de mettre en place. Et on le fait dans l'urgence, certes, mais ce sont des conseils qui, pour la plupart, ont été constitués entre le mois d'août et le mois de septembre. Est-ce qu'il était nécessaire de vous mettre la pression pour arriver à un résultat? On ne nous a pas mis la pression, puisque à partir du moment où on a élu le nouveau conseil syndical du CERF, on avait déjà mis notre feuille de route en place. Donc c'est pourquoi je vous dis que c'est une nouvelle qui est tombée comme une chronique d'une mort annoncée, mais ça ne nous dérange pas, ça ne nous gêne pas dans le travail que nous sommes en train de faire. Et justement, nous sommes en train de corriger la copie de l'État. Rappelez-vous, je corrige la copie de l'État, puisque l'État annonce le 1er décembre, et après. L'après, c'est nous. Rappelez-vous, nous avons été élus le 14, le 13 juillet, et dès le mois de juillet, au Gosier, nous avions déjà pris l'initiative, le président Bardaï, le président Cornet et moi-même, pour accélérer cette démarche de rassemblement et d'unité. Ah, donc vous dites, nous sommes en marche pour enfin, on a la volonté, un résultat probant. On a la volonté de faire les choses. Il est bien préférable d'être dynamique que statique, Mme Boissé. Et la population voit que nous bougeons. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'élu, que de rassurer la population du Nord-Grande-Terre et de la Guadeloupe d'ailleurs, et de rassurer les agents de l'eau en Guadeloupe, et puis permettre à cette problématique de trouver définitivement une solution. Alors, c'est là notre mission. C'est l'occasion pour vous de dire vraiment la réalité aux Guadeloupéens et peut-être de vous engager, puisque jadis au SIAG, c'était des élus qui étaient en charge de cette gestion. Là encore, dans cette nouvelle structure, ça sera aussi des élus. Alors, que dire aux Guadeloupéens? Quelle garantie pouvez-vous donner aux Guadeloupéens que cette fois, ça ne sera pas un fiasco? Disons qu'au niveau de la SPL, justement, il y a une ouverture. Il n'y aura pas que des élus. Voilà. Il y a une ouverture à la fois sur la société civile, mais aussi à travers les représentants des usagers, mais aussi à travers les représentants du personnel. Et c'est ça la force de cette SPL. Dans un syndicat qui répond au Code général des collectivités, c'est fermé. Ce sont les élus. Dans le cas de la SPL, ça nous permet d'avoir une ouverture. Et c'est ce que demandaient d'ailleurs la plupart des représentants des usagers, d'être présents dans l'organe de gouvernance. Et ils y seront. Donc il s'agit de cadrer les élus quelque part.
Non, pas de cadrer les élus, il s'agit de travailler ensemble. Et vous savez, ce partenariat, il existe déjà. Je regarde sur les réparations de fuites d'eau, il y a un partenariat qui existe entre le CIAG et l'État, et qui marche. Maintenant, on a un partenariat avec les élus, les agents de cette structure et la population à travers ses représentants. Jean Bardaille, ensuite Thierry Abellier et Guy Lospa. Non, il n'est d'aucun intérêt pour, par exemple, la CNGT, cette PCI que j'ai l'honneur de présider, de cheminer seul. On pourrait le faire parce que vous savez que nous avons un statut un peu particulier avec les régies de l'eau et les régies la régie d'eau et la régie d'assainissement, ce qu'on appelle les RINOC chez nous. C'est vrai qu'on pourrait trouver cela assez complaisant et dire qu'on demande l'autorisation de créer notre régie et de gérer notre eau. Nous estimons qu'aujourd'hui en Guadeloupe, il faut de la solidarité. Il faut de l'union. Il faut être ensemble pour résoudre certains problèmes. Des problématiques ont trop traîné dans ce pays-là. Et concernant le problème des déchets, le problème de l'eau, le problème de l'eau. Mais vous savez, mais c'est ainsi la vie. Il n'y a pas d'idéal, de gouvernement idéal. Il n'y en a pas du tout. Nous sommes là aujourd'hui en responsabilité. Donc nous prenons les décisions avec la population, avec les organisations syndicales, avec les agents, avec tout le monde pour dire, et en concertation avec l'État, pour dire voilà ce que nous voulons pour notre pays. Il faut un premier pas, il faut une ouverture, il faut un début à tout. Donc aujourd'hui, cette solidarité doit nous mener vers des solutions durables pour la Guadeloupe. C'est là notre mission et c'est là notre grande ambition. Thierry Abellier, ensuite Guy Lospa. Écoutez, vous avez évoqué vous avez employé le terme fiasco. Je crois que la société a muté depuis quelque temps. Et ce que vous appelez fiasco, j'ai du mal à croire que par les temps qui courent, avec cette mutation, que ce qui a pu se faire par le passé puisse se renouveler aujourd'hui. Moi, je ne souhaite pas qu'on encourage la défiance vis-à-vis des élus. Nous ne sommes pas parfaits, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous seront engagés. Et j'appelle simplement les uns les autres à observer les postures, à observer comment on agit et de nous juger par rapport à ça. En tout cas, en ce qui me concerne, quand j'ai pris la direction, la gouvernance du Grand Sud Caraïbes, c'était pour redresser la situation et faire en sorte que le Grand Sud Caraïbes, le territoire, puisse évoluer et que l'ensemble des communes, les 11 communes qui composent ce territoire-là, puissent trouver le plein épanouissement, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, culturel, etc. Guy Lospa. Bon, il ne s'agit pas pour nous de juger le passé, à chaque fois de revenir sur du fait, pas fait. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, depuis le mois de juillet, nous avons en charge ce dossier. Il est important que nous puissions prendre nos responsabilités. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous proposons qu'il puisse y avoir cette structure SPL, puisqu'on prend ses responsabilités, mais je crois que Jean Bardaille le disait, aussi bien que Thierry Abellier, il faut cette solidarité. Il ne faut pas que nous ayons chacun, au niveau donc des EPCI, vouloir mettre en place une organisation propre sur un territoire. La Guadeloupe, c'est tout un ensemble. Donc, c'est cette démarche que nous avons. Et lorsque nous mettons en place la SPL, on sait que cela crée des réticences au niveau donc de l'État. Mais nous, on veut affirmer une volonté pour qu'une responsabilité et guadeloupéenne, que nous prenons cette responsabilité. Une volonté aussi, il ne suffit pas de dire, bon, voilà, on va mettre en place une SPL sans pour autant qu'il y ait les moyens financiers. C'est pour cela que nous voulons qu'il y ait un capital qui permet d'assurer la crédibilité et pour garantir un fonctionnement. Mais une volonté de faire ensemble solidaire où on a ces dialogues, cet échange avec les partenaires sociaux pour qu'eux aussi ils puissent adhérer et que c'est ensemble que nous puissions faire et que tout cela doit pouvoir se faire au profit donc des usagers demain. S'agit-il d'un bras de fer entre les élus et l'État? Il ne s'agit pas de bras de fer, il s'agit d'exprimer une volonté. Maintenant, nous serons, en tout cas, pour ma part, nous serons debout pour défendre et les intérêts donc, du pays. Nous serons debout pour défendre nos propositions et que de manière à, s'il faut accompagner, que nous puissions faire. Mais il ne s'agit pas non plus pour l'État de nous dire comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire et concernant la gestion de l'eau au niveau de la Guadeloupe. Alors, nous avons vu pour l'eau. Maintenant, parlons un petit peu des déchets. Alors, quelle solution?
En tout premier lieu, il faudrait que tout un chacun, même si ici et là, on peut entendre que les uns et les autres disent oui, on paie la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc il appartient à la puissance publique de ramasser nos déchets. Je voudrais juste rappeler que ça a un coût. Moi, je prends le cas par exemple du Grand Sud Caraïbes. On prélève 15 millions de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, alors que la compétence, l'exercice de la compétence, nous coûte à peu près 18 millions, entre 18 et 19 millions. Donc chaque année, là encore, il manque 3 millions à 3 millions et demi. Quand vous mettez ça sur plusieurs années, on arrive dans la situation dans laquelle on est. Donc il faut que tout un chacun comprenne qu'il faut apprendre à gérer nos déchets de manière à ce que la Guadeloupe reste propre, chez soi reste propre, et que le coût, j'allais dire les dépenses liées à l'exercice de cette compétence-là, soient stabilisées, voire diminuées, de manière à ce qu'on n'ait pas à encore augmenter les impôts pour répondre à des problématiques de ramassage, de collecte des ordures. Alors derrière aussi, je veux dire par rapport à la moyenne nationale, on est effectivement en termes de recyclage, de traitement, de tri, etc. On est, j'allais dire, on fait partie des mauvais élèves. Donc il faut aussi que les élus, en tout cas les structures qui ont en charge l'exercice de ces compétences-là, mettent en place, j'allais dire, des dispositifs qui permettent de mieux gérer nos déchets. Alors, il y a un certain nombre de projets qui seront portés par la région, financés par la région, financés par le département, qui vont voir le jour dans les années à venir. Donc il faut continuer encore dans ce sens-là, mais il faut qu'à la base, j'allais dire, que chacun comprenne, un peu comme le dicton, l'adage qui disait que la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, ou quelque chose comme ça. Il faudrait que chacun comprenne qu'on produit des déchets, et mieux ça ira pour le territoire. Concernant les déchets, il faut, moi j'estime surtout, je m'exprime en tant que président donc, du Nord-Bastère, il faut agir à 3 niveaux, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, il faut pouvoir agir. Quand on prend la situation sur le territoire, on sait qu'il y a certains secteurs où il n'y a pas eu donc, de marché. C'est ce que nous faisons pour les 2 communes qui étaient concernées. Mais nous lançons également une opération sur les décharges sauvages, puisqu'il faut qu'on soit conscient sur l'ensemble du territoire. Nous sommes en train de lancer l'opération Stop Malpropre, où où en quelque sorte sur chaque décharge on va nettoyer et nous mettrons une pancarte avec cette inscription et en rappelant le nombre de cas de leptospirose qu'il y a chaque année. Deuxième, donc il faut pouvoir agir. Et troisièmement, à court terme, c'est de sanctionner. Une fois que vous avez pu informer, nettoyer les décharges sauvages, informer les jours de passage, toute une campagne d'information. Après, mécaniquement, on sera obligé de passer à une phase de sanction. Donc ça, c'est à court terme. À moyen terme maintenant, c'est de mettre en place des déchetteries. Nous mettons, il va y avoir 3 déchetteries sur le territoire du Nord-Bastère en collaboration avec la région, à Prête-Noire, à Goyave et Petit-Beau, puisque Lamentin et Déé, il y a donc déjà des déchetteries. À court terme, c'est cela que nous voulons mettre en place. Et aussi traiter le problème dans les résidences. Vous savez, quand vous prenez des résidences comme Fleur de Cannes, comme Crâne ou les différents secteurs, lorsque quelqu'un arrive dans une résidence, c'est un amoncellement donc d'encombrants. Donc là aussi, il faut mettre aussi donc des spécifiques. Nous sommes en train d'étudier pour clarifier cela. Et à plus long terme, il faut pratiquement que, en termes de revalorisation, nous voulons mettre en place un système de compost ou en distribuant au niveau donc des foyers. Et après, tout cela permettra au Nord-Bastère d'être un territoire de haute qualité environnementale, puisque les composts pourront être redistribués vers l'agriculture et on sait très bien qu'il faut valoriser donc les déchets. Donc à long terme, pouvoir avec ces usines, et d'ailleurs sur le territoire de la Bastère, entre le Sud-Bastère et le Nord-Bastère, nous étudions pour qu'il puisse y avoir cette usine donc, de valorisation. Donc des actions à court terme, des actions à moyen terme et des actions à long terme, et tout cela avec une forte communication, une forte information, de manière à ce que chacun puisse s'imprégner de cette nécessité et que lui aussi, il soit dans cette dynamique. Alors, concernant l'entretien aussi des espaces verts au niveau des communes, puisque lorsqu'on passe, c'est vrai, et vous sillonnez toute la Guadeloupe certainement, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de propreté, des déchets qui s'amoncellent, des carcasses de véhicules, enfin bref, on a l'impression d'avoir une Guadeloupe pas propre du tout. Nos élus, nous sommes conscients de cela, de ce que vous dites. C'est tout un système d'éducation, de pratique, de manière de faire.
Mais il y a quelques soubresauts quand même concernant l'élimination des déchets. La région porte quelques projets de déchetterie, à peu près 8 actuellement. Dans le Nord-Grande-Terre, dans le cadre de mon PCI, nous sommes en train de finaliser un pôle de valorisation des déchets à Maunalo. Nous avons un projet d'usine qui sera installé à Moule, qui sera porté par la CARL, la communauté des agglos du Levant, et la CNGT. Donc nous sommes conscients qu'il faut aujourd'hui soigner l'image de la Guadeloupe. Nous qui avons une vocation touristique pour ce pays-là, nous qui disons que nous sommes un pays de grande durabilité, un pays de environnement où l'environnement prévaut, donc ce n'est pas le président du parc national qui me démentira, puisqu'il essaie de soigner la Guadeloupe, effectivement. Mais ce que vous venez de dire, nous en sommes très conscients qu'il faut aujourd'hui mettre en place un dispositif qui puisse éliminer les déchets, puisqu'on en rencontre un peu partout, et ce n'est pas une bonne image pour la Guadeloupe. En réalité, y a-t-il un vrai problème de ramassage des ordures, notamment des ordures ménagères? Bon, c'est une question d'organisation au niveau des EPCI, puisque nous en avons la responsabilité. Mais c'est vous dire aussi que... Honnêtement, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un petit cafouillage? Que se passe-t-il? Mais ce n'est pas une question de cafouillage. Je vous l'ai dit, c'est une question d'organisation. D'organisation et d'entretien, de réception des déchets. Et nous sommes en train de mettre en place les conditions pour que la population s'en approprie. Je crois qu'il y a à la base de tout cela un comportement à corriger et une éducation à donner, à faire au niveau du pays pour que les gens sachent qu'il faut éliminer les déchets. Il faut se dire qu'aujourd'hui, dans pratiquement tous les établissements, la taxe d'enlèvement des ordures n'est pas suffisante pour financer cette prestation. Je crois que le président du Sud-Bastère l'expliquait, c'est le même cas au niveau de la CNPT. Donc cela nous oblige à deux stratégies. Une stratégie qui consisterait à ce qu'il y ait moins de déchets qui soient produits, premièrement, et deuxième stratégie, une stratégie pour la valorisation des déchets. Donc c'est pour cela que je disais à long terme, comme c'est le cas entre Nord-Grande-Terre et la CARL, nous travaillons sur ce projet aussi sur la Basse-Terre, de manière à ce qu'il puisse avoir des usines de valorisation. Et lorsque j'expliquais mettre en place des composts dans chaque foyer, cela va permettre de réduire la production de déchets ménagers, mais en même temps, en termes de bio, cela qui permettra de fournir en quelque sorte du fumier pour une agriculture bio. Et c'est en ce sens que je disais que le Nord-Basse-Terre, nous voulons que ce soit un territoire de haute qualité environnementale. Alors, si j'ai bien compris, vous avez des pistes de solutions concernant la politique de l'eau, concernant la politique des déchets. Alors, est-ce que toutes ces problématiques n'auront pas besoin de vous au sein du nouveau conseil régional pour justement porter ces sujets? Mais vous savez, concernant ces éléments, c'est tout à fait normal. Nous sommes de nouveaux présidents. Ce serait dramatique que nous n'ayons pas une vision, des stratégies pour pouvoir améliorer, pouvoir faire avancer les choses. Sinon, il n'y aurait pas eu de raison que nous puissions nous présenter à ces différentes élections. Et c'est en ce sens que je disais que cette nécessité, non pas s'attarder sur le passé, enfin qui on a aujourd'hui une fonction, il faut pouvoir assumer, montrer cette volonté, cet engagement et prendre cette responsabilité. Et bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec le concours des collectivités telles que le département, telles que la région. Et forcément, nous sommes des hommes politiques. Le moment venu, au mois de mars, nous aurons l'occasion de pouvoir s'exprimer à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, ce qui est surtout important, de par nos responsabilités, de par nos fonctions, ce problème d'eau, il faut très rapidement qu'il puisse y avoir une solution. Et là, ce qui est bien, c'est que pour une fois, il y a cette démarche unitaire qui est en train de voir le jour. Alors j'en reviens pour une mise en place réelle, effective de tout ce que vous venez de dire. Alors,
qui mieux que vous pourrait, au sein du nouveau conseil régional, faire avancer les idées? Mais on le fait, on fait avancer les idées. Je parle bien du nouveau conseil régional. Je ne sais pas ce que vous entendez m'embrasser par le nouveau conseil régional. Celui à venir au mois de mars. En politique, c'est la continuité. Hein, c'est la continuité. Enfin, quand je dis la continuité, le conseil régional existera toujours. Donc, il y a... je parlais de vous, au sein de ce nouveau conseil régional. Il y a une assemblée qui existe aujourd'hui. Il faut de la complémentarité aujourd'hui ici. Il faut de l'unité. Et pourquoi je le dis? Le conseil régional est responsable, en charge des équipements concernant l'élimination des déchets, pour la mise en place des déchetteries. Nous avons dans les EPCI la compétence quant à l'environnement. Et l'eau, maintenant, c'est la compétence également des établissements publics aujourd'hui. Mais il nous faut cette unité en Guadeloupe, région qui n'a pas la compétence eau, le département qui gère l'office de l'eau en même temps, les EPCI. Il nous faut nous mettre ensemble pour faire avancer les grandes problématiques de la Guadeloupe. Ça, quand on l'acceptera, quand tout le monde le comprendra, eh bien, il y aura un peu plus de sérénité dans ce petit pays. Nous sommes un petit pays. Et là, nous sommes un petit pays à grande valeur ajoutée, puisque tout le monde veut de ce pays-là aussi. Donc, il nous faut le valoriser, ce pays-là, de 390 000 habitants. C'est là notre mission, et je le redis. Donc, quand je parle du président du parc national, nous savons... Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, votre question, c'était quoi? Alors, vous pouvez parler de la région. Le moment venu, on verra, puisque la région a ses compétences propres, c'est l'aménagement du territoire, c'est le développement économique, et etc. Donc, le moment viendra où chacun fera valoir ses idées, mais sachez que... Alors, ce que je dis, c'est pas du tout ça. Je suis vice-président de région. Guy Losbar, c'est le premier vice-président de région. Donc, nous faisons fonctionner cette région tant que nous le pouvons. Aujourd'hui, la région a fait bouger quand même la Guadeloupe depuis cette mandature que vous avez connue. Donc, nous assumons. Et vous continuerez à assumer en 2021. Tant que le peuple le voudra, nous continuerons d'assumer, parce que c'est de notre responsabilité que de bâtir ce pays pour l'avenir. Nous ne laissons pas les autres venir le faire pour nous. Quand le peuple nous désigne, c'est que le peuple voit en nous des gens qui peuvent réaliser des choses. Donc nous devons assumer les responsabilités qui nous sont confiées. Nous le pouvons, c'est l'essentiel. Alors vous pourrez faire avancer les choses, et je reste avec vous avant de passer de l'autre côté. Je reste avec vous sur ce sujet. Alors, vous dites que vous avez donné à cette Guadeloupe, vous continuerez à donner, vous continuerez à porter les idées, les sujets. Alors, pour vous, peu importe que ça soit au niveau du GUSR, du PS ou de l'Alliance guadeloupéenne d'Ari-Chalus, peu importe. Vous savez, tout ça, ce ne sont que des postures politiques. L'essentiel, c'est d'assumer les compétences qui sont dévolues à chacune des collectivités. Moi, le volet politique, on y reviendra. C'est déjà en mars 2021. Nous sommes là pour l'eau et les déchets, mais le volet politique reviendra en temps opportun. Vous savez très bien que je milite ardemment pour une collectivité unique à la Guadeloupe, mais le moment n'est pas venu pour en discuter. Nous y reviendrons. Alors c'est un peu le sujet aussi des Guadeloupéens qui s'interrogent et qui s'inquiètent de ce qui va se passer. Thierry Abelli. Pour répondre à votre question, je considère qu'aujourd'hui il y a un conseil régional et qui s'investit pleinement dans les actions pour lesquelles les compétences sont exercées au niveau des EPCI. Les déchetteries sont portées par la région, tout comme les départements, ont largement financé les actions sur l'eau. Donc ça démontre bien que quand bien même nous avons des compétences qui sont les nôtres, qu'on devrait exercer, on a les collectivités majeures qui nous accompagnent. C'est déjà le cas ici, aujourd'hui. Donc je ne vois pas forcément la nécessité pour que nous soyons personnellement au sein du nouveau conseil régional que vous évoquez pour que les choses avancent dans le bon sens. Oui. Pour vous, Ferdi Louisi? Pour moi, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons la chance maintenant d'avoir des élus qui sont décidés, déterminés sur une gouvernance qui est partagée. Et je crois que ce qu'il faudra retenir, quelles que soient les échéances électorales, c'est que la Guadeloupe aura besoin de tous ses enfants. Tout simplement. Et nous sommes en train de démontrer à beaucoup, à travers déjà l'union qu'il y a eu entre les 3 EPCI sur la problématique de l'eau au niveau du SIAG, et certainement maintenant, parce que ça a été confirmé par Thierry Abelli, donc les 4 EPCI, nous sommes avec
la jonction de la région et du département, nous sommes en train de démontrer que ce que les Guadeloupéens demandent, cette union, elle se fait. Donc vous êtes satisfait du travail du nouveau conseil, du conseil régional actuel, donc pas besoin pour vous d'y être l'année prochaine pour pouvoir faire avancer les dossiers. Je suis satisfait de voir aujourd'hui que les Guadeloupéens se mettent ensemble pour pouvoir faire avancer les grands dossiers. Que je suis satisfait aujourd'hui de voir que nous n'attendons pas qu'on nous dise faites ci, faites ça au niveau de l'État. L'État fait des propositions, donne une échéance, nous sommes réactifs. Je suis satisfait de voir que Mme Bourrel-Lincertain a réagi, que M. Harichalus a réagi, que Guy Losbar a réagi, que Jean Bardet a réagi, que Cédric Cornet a réagi, qu'aujourd'hui que Thierry Abelli réagisse et que demain Éric Jalton va réagir. Voilà la Guadeloupe. C'est celle-là qu'on aime. Alors c'est cette Guadeloupe que vous aimez. C'est celle-là que nous aimons en tant que Guadeloupéens. Voilà. C'est celle-là que vous aimez. Qui fait que ce sont les Guadeloupéens qui vont régler les problèmes des Guadeloupéens. Alors je vais reformuler puisque j'ai l'impression que c'est pas du tout le sens que je voulais donner, puisque c'est vrai que vous savez qu'il y a les prochaines élections régionales et départementales. Vous avez avancé des idées sur ce sujet de l'eau, sur ce sujet des déchets. Alors concrètement, et là que les choses soient dites, concrètement, est-ce que pour vous, il est nécessaire, voire essentiel, que vous soyez de la partie pour les élections régionales, par exemple, et est-ce que vous avez décidé d'y aller justement pour faire avancer les dossiers qui vous tiennent à cœur, puisque vous les avez listés aujourd'hui et vous avez même donné des pistes de solutions? Jean Bardaille. Mais la question n'est pas à se poser, Mme Brassé. La formation que vous voyez devant vous répond à votre question. Donc nous avons déjà une équipe régionale. Abelli n'est pas conseiller départemental, n'est pas conseiller régional. Louisy non plus. Losbar, premier vice-président du conseil régional, moi-même vice-président. Mais cela démontre que nous sommes en train de nous entendre, quelle que soit la place où nous nous trouvons. Si j'ai bien compris, nous avons déjà une liste pour les prochaines élections régionales. Vous êtes d'accord? En fait, je ne sais pas quelle réponse particulière que vous souhaitez ce soir, mais vous imaginez bien que les présidents de PCI, forcément, ne seront pas inertes dans une élection départementale et régionale. D'autant plus qu'on sait qu'on doit travailler en toute complémentarité. Ce que je voudrais dire ce soir, moi qui ai toujours milité, qui continue à militer pour une responsabilité locale, puisque j'estime qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit pouvoir prendre nos responsabilités. Je me réjouis que très rapidement, nous soyons dans cette démarche unitaire, dans cette démarche de rassemblement pour les EPCI avec les collectivités, dans un souci, dans un dossier majeur pour la Guadeloupe, pour le quotidien des Guadeloupéens, mais aussi, surtout, pour le devenir des Guadeloupéens. Et c'est cela qui doit être maintenu. Et comme je le dis, aujourd'hui, on sait très bien qu'on doit affirmer cette volonté pour que l'État puisse prendre en considération cela et que nous ayons une organisation qui corresponde à notre volonté, qui corresponde à nos attentes. Donc c'est ce qui est primordial aujourd'hui, c'est ce qui est primordial ce soir, ce qui est primordial jusqu'à ce que cette solution soit validée. Après, nous sommes dans une démocratie où il y a un rythme en termes d'élections. Il y a eu des élections municipales, il y a eu des élections des EPCI. Il y aura donc des élections départementales et régionales où chacun aura à affirmer. Moi-même, ici même, comme dans d'autres interviews, j'ai eu l'occasion de dire que pour Guadeloupe Unie, nous aurons un congrès où les militants, les élus, en toute responsabilité, vont pouvoir se positionner. Mais vous comprenez bien que quel que soit l'élu là ici ce soir, il ne vous dira pas qu'il ne va pas s'intéresser aux élections régionales. Ne faisons pas la langue de bois. On sait très bien que dans quelques mois, il va y avoir des élections régionales et forcément, chacun va se déterminer. Indépendamment de la question que nous avons aujourd'hui, qui est avant tout qu'on soit dans une unité, dans un rassemblement, dans cette solidarité
pour montrer que nous prenons nos responsabilités et que nous agissons en tant que Guadeloupéens. D'accord. Donc vous nous avez dit que quel que soit l'élu ici, il ne peut pas dire qu'il ne prendra pas part aux élections régionales. C'est bien ça. Mais ça concerne la Guadeloupe. Vous savez, toutes les élections qui concernent la Guadeloupe, il faut que les Guadeloupéens y prennent part. Après, savoir qui conduit une liste, c'est peut-être ça la question. Ça se décide. Qui conduit une liste ou avec qui? Oui, avec qui, peu importe. Je crois qu'on arrive enfin à avoir un langage commun qui dit faisons avancer les grands dossiers de la Guadeloupe. Et de toutes les façons, les Guadeloupéens vont juger. Ils jugeront à la fin. Il faut qu'on réussisse ensemble, plutôt que de mourir seul. Puisque la proposition que nous faisons ce soir, même s'il y a cette volonté exprimée par les élus, même si on met en avant une structure, SPL, qui va garantir pour les salariés, garantir les usagers, la réussite dépend aussi de la confiance que les Guadeloupéens vont pouvoir mettre dans cette solution que nous proposons. D'accord, alors nous ferons un petit tour de table avec vous puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission et je débuterai avec vous, Jean Bardaille. Donc, vous êtes, on va dire, vous avez cette volonté de faire avancer les grands dossiers et à coup sûr, nous vous retrouverons pour faire un petit bilan en 2021 face à cette population? Mais bien sûr, tant qu'on est élu, responsable, on doit pouvoir faire le bilan de ces réalisations, dire ce qui a été positif, ce qui a été négatif, ce qu'on doit corriger. Je crois que c'est le propre même d'un responsable élu. Donc nous nous retrouverons en 2021 pour faire le bilan, que ce soit au niveau de la région, du département, des EPCI, des communes, quoi. Il faut des bilans d'étape, comme on dit. Donc, et ce sera avec l'Alliance guadeloupéenne. L'essentiel, c'est ça? L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'être comme nous sommes là. Et comme nous l'avons dit, nous venons de le dire, d'être ensemble pour faire bouger le pays. Il faut faire. Ce ne sont pas les autres qui viendront le faire pour nous, et ça, je le refuse carrément. Nous sommes des hommes de discussion, de concertation et d'échange. Nous allons dialoguer avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, la Guadeloupe doit connaître d'autres options. Le moment est venu pour ça. Donc, nous disons que nous sommes prêts à discuter avec les gouvernants, avec le pouvoir central. Nous sommes prêts à dialoguer entre nous, Guadeloupéens. Nous devons trouver les voies et moyens pour un meilleur développement de l'archipel guadeloupéen. Ça doit être notre mission essentielle. D'accord. Merci, Jean Bardaille. Guy Lospard. Oui, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que de par notre histoire, de par notre situation sociale, en termes de développement économique, il est vrai que pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'on puisse faire preuve de solidarité. Cela caractérise aussi culturellement notre pays dans son développement. Mais ces mêmes éléments nous obligent à faire preuve aussi donc, de responsabilité. Voilà un dossier concernant l'eau qui nous concerne en tant que président de PCI, mais qui concerne chaque Guadeloupéen. Donc il s'agit pour nous, en tant qu'acteurs politiques, de pouvoir donner des solutions, avoir une vision, avoir cette volonté de régler ce problème, mais pas seulement pour aujourd'hui ou par rapport au fait qu'il y ait cette liquidation du SIAG. On doit pouvoir régler ce problème définitivement. Les choses se feront au fur et à mesure. Mais je suis convaincu que lorsque nous allons mettre en place une nouvelle organisation beaucoup plus fiable, transparente en termes de communication, automatiquement, les Guadeloupéens vont adhérer et nous serons beaucoup plus en communion au fur et à mesure. Vous êtes très à l'aise parce que vous êtes le président d'un parti fort, du parti fort de la Guadeloupe? Non, mais là, je ne m'exprime pas en tant que président de parti. Ça peut peser et de toutes les manières, sur ce sujet. Quel que soit le parti, il doit pouvoir mettre en avant la cause de la Guadeloupe, l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Quel que soit le président ou le membre qui s'exprime, ce qui est surtout important, c'est qu'il puisse défendre la cause de la Guadeloupe et mettre en avant ses intérêts, donner une vision pour le pays. Merci Guy Lospard. Ferdi Louisi. En tout cas, je suis très heureux parce que je vois que cette nouvelle gouvernance qu'il y a aujourd'hui suscite un véritable espoir et il faut qu'on maintienne cet espoir. Les Guadeloupéens attendent beaucoup et je crois que pour une grande part, il y a eu un renouvellement du personnel politique à l'issue des dernières élections. Les élections au niveau des intercommunalités se sont bien passées
Et nous avons maintenant une union, pas d'affichage ou de façade, une union vraie de travail autour de grands dossiers que nous allons régler. Et donc c'est cet optimisme-là, à travers des différents responsables, que je voudrais que nous préservions, non pas par rapport à des échéances électorales, mais pour l'avenir de la Guadeloupe, le devenir de tout un chacun. Donc on a un vrai espoir qui a été suscité et qu'on retrouve par notre travail. Nous avons un partenariat, une collaboration qui se fait avec l'État. L'État sait quel est le poids des élus guadeloupéens et on continuera de montrer aux Guadeloupéens que nous travaillons. Voilà un des dénominateurs communs. Donc les Guadeloupéens peuvent garder espoir parce que nous travaillons. Et ils peuvent vous faire confiance. Parce que nous travaillons. Voilà. Thierry Abelli. Écoutez, vous savez que j'ai été élu pour défendre et préserver les intérêts du Grand Sud Caraïbe et de sa population. Vous savez, par le passé, nous sommes battus pour récupérer ce que nous estimions appartenir au Grand Sud Caraïbe. Je parle des usines de production. Bon, malheureusement, les décisions de justice nous ont donné tort jusqu'ici, au-delà des procédures, en tout cas, qui sont en cours. Il est de mon devoir de construire l'avenir du Grand Sud Caraïbe, tout en préservant, j'allais dire, la qualité de vie de sa population. Et je crois que, sans remettre en cause la volonté qui a été exprimée ici et là concernant ce syndicat unique de l'eau, de la volonté exprimée par les usagers, les syndicats de pouvoir participer, j'allais dire, à la construction de ce syndicat unique de l'eau, il me semble important que dans la période transitoire que nous allons vivre d'ici, dans les 2 prochaines années, que nous devions mutualiser, nous avons l'obligation de mutualiser nos moyens entre les 3 EPCI que sont la Carle, la rivière du Leven et le Nord-Bastère, pour que le Sud-Bastère puisse sortir de la situation dans laquelle elle est, puisque je le rappelle, comme j'ai dit, on supporte, l'achat d'eau qui partent dans la nature. Pour le moment, nous n'avons absolument pas les moyens de remettre à niveau les canalisations pour réduire ces taux de fuite. Et le temps que nous arrivions à monter, ces opérations-là, si nous restions en tout cas dans le statu quo, je crois que le Grand Sud Caraïbe, en tout cas l'administration de la collectivité que je dirige, disparaîtra, puisque aujourd'hui on est, disons-le, on est quasiment en situation de cessation de paiement et il faut que très très rapidement nous sortions de cette difficulté, de ces impasses financières. Et la solution, à mon point de vue, c'est effectivement la mutualisation des moyens avec les 3 autres PCI. Je crois qu'en tout cas, nous, dans le Sud-Bastère, nous ne voulions pas, au départ, les dettes financières du SIAG. La création de cette société publique locale devrait nous garantir ça, en tout cas. Et donc, je crois que c'est une bonne chose et c'est ce que je soumettrai à mes élus et j'espère les convaincre pour qu'on aille de l'avant dans l'intérêt du Sud-Bastère et évidemment dans l'intérêt de la Guadeloupe. Merci, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il y avait quelques appels, malheureusement, je n'ai pas pu les prendre puisqu'il était important que les présidents de PCI ainsi que le président du SIAG puissent s'exprimer. Mais je pense pouvoir avoir encore nos invités sur le plateau qui puissent répondre à vos questions, puisque l'intérêt, c'est surtout que vous puissiez vous adresser aux Guadeloupéens et porter réponse à leurs questionnements et surtout à leurs préoccupations, à leurs inquiétudes. Donc, c'est une invitation qui vous est faite d'ores et déjà. J'espère que vous y répondrez favorablement. En tout cas, merci d'être venus et excellente soirée à tous. Merci.